Quand nos élèves ne savent pas encore lire, nous leur apprenons. Quand ils ne savent pas encore nager, tout pareil. Et s'il en était de même pour les comportements? Comment apprendre explicitement à nos élèves les comportements attendus en classe, dans les relations, au service des apprentissages? Ces questions, je vais les poser à Marie Bouquillon, institutrice en Belgique. Elle a publié une thèse sur le sujet et dernièrement un livre aux éditions De Buck, Enseignement explicite, pratique et stratégie. Bienvenue Marie. Bonjour Nathalie. Alors, pourriez-vous nous mettre des images dans la tête concernant cet enseignement explicite des comportements? On va partir d'une situation classe. Imaginons Ambre, élève de CM2 qui ne sait pas encore se déplacer, sans tout bousculer, sans déplacer beaucoup d'air. Comment, selon les piliers de l'enseignement explicite des comportements, on pourrait l'accompagner? Eh bien, en fait, l'enseignement explicite des comportements va nous proposer un peu un changement de regard sur ce type de situation, là où notre côté humain va avoir parfois tendance à repérer uniquement ou alors en priorité les comportements plus négatifs ou plus perturbateurs, c'est un peu humain, va nous proposer plutôt d'enseigner à Ambre comment se comporter. Et donc, comment se déplacer adéquatement en classe. Donc, on va un petit peu comme vous l'avez dit dans votre introduction, on va lui enseigner des comportements positifs au même titre que les matières scolaires. Donc, si Ambre avait des difficultés en mathématiques, j'espère bien qu'on l'aiderait en mathématiques. Et bien là, ça va être un peu la même chose. Et donc, et quand on dit enseigner aussi, on aura le temps d'en discuter plus largement. C'est pas juste dire à Ambre ce qu'elle doit faire. Très probablement que Ambre le sait. C'est également lui montrer et lui faire pratiquer et lui donner des renforcements positifs quand elle met en place les comportements attendus, donc la valoriser. Et ça, c'est un renversement complet. Je sais qu'il y a des enseignants qui mettent déjà en place en partie ce modèle, mais c'est un renversement complet tout de même de ce qu'on entend en règle générale sur la gestion de classe, qui est souvent associée à tort uniquement à une gestion de classe plutôt punitive ou répressive, où on agit sur le comportement négatif, mais quand c'est comme ça, on oublie la clé ici, qui est en fait finalement qu'on a besoin de changer le comportement en comportement positif et de valoriser ce comportement. Merci pour cette illustration qui nous met effectivement en appétit et on se dit, ok, bon, alors allons-y. Euh, pour commencer, j'avais envie qu'on donne à voir le lien de filiation entre vos travaux et ceux de Steve Bissonnette. Oui, merci Nathalie pour cette question. C'est effectivement important de bien savoir comment les personnes se situent et de pouvoir rendre certaines choses également à César. En fait, l'affiliation entre mes travaux et ceux de Steve Bissonnette, que je connais très bien par ailleurs, est très forte. En réalité, je me suis formée pendant plusieurs séjours au Québec auprès de son équipe. Mon dernier séjour durait d'ailleurs 3 mois, ce qui m'a vraiment permis de m'immerger à la fois d'un point de vue des recherches que j'ai pu mener avec son équipe et également auprès des écoles sur le terrain. J'aime vraiment avoir ce double regard, la recherche et le terrain. Et donc la filiation est très forte. Ça m'a permis vraiment de comprendre ce système d'enseignement explicite des comportements, à la fois avec des chercheurs tels que Steve et également avec des personnes de terrain qui accompagnent vraiment les équipes au quotidien. Je pense à Monsieur Normand Saint-Jean, j'ai Madame Marie Aymon que je salue par ailleurs, qui m'ont beaucoup appris. Et alors, finalement, je dirais que c'est une synthèse entre la littérature scientifique, dont je me suis beaucoup nourrie, et des rencontres, des expériences sur le terrain. Je suis également allée me former de manière plus courte, mais je suis également allée aux États-Unis rencontrer certains chercheurs sur le sujet et récemment aux Pays-Bas. Donc, il y a vraiment, c'est assez mondial, hein, ce phénomène d'enseignement explicite des comportements. On peut aussi rattacher ça plus largement à ce qui s'appelle le soutien au comportement positif, donc qui est en français PBIS, donc Positive Behavioral Interventions and Supports. Et ce système-là englobe l'enseignement explicite des comportements et d'autres stratégies. C'est tout un système positif de gestion de classe auquel j'ai essayé de me former à la fois d'un point de vue
théorique en lisant beaucoup la recherche sur le sujet qui est plutôt anglo-saxonne. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une interview comme aujourd'hui pour diffuser un peu cette approche-là en français. Et également, je voulais voir sur le terrain comment on le vit dans les écoles. Et ça, je pense que je pourrais vous donner quelques exemples concrets parce que c'est vraiment important de pouvoir le vivre également, surtout dans son versant positif. Tout à fait. Et avec cette adaptation que vous avez faite forcément à l'environnement, notre environnement culturel qui est l'Europe. Oui. J'aime bien qu'on s'assure en début d'entretien du vocabulaire avec lequel on va voyager pendant notre petite heure. On parle d'enseignement explicite. Est-ce qu'on peut en donner les contours ou une définition précise? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc en fait, il faut savoir que donc avant de définir l'enseignement explicite, ce qui est important de savoir, c'est que c'est une approche pédagogique qui est issue de recherches menées dans des classes. Donc la définition que je vais vous donner et les gestes professionnels dont je vais vous parler, c'est pas quelque chose qu'un chercheur comme moi ou autre a inventé d'un point de vue théorique. C'est vraiment quelque chose qui est né dans les classes et qu'on a formalisé finalement par la recherche. Donc c'est notamment basé sur des observations et des expérimentations où on comparait différents groupes d'enseignants et où on regardait, tiens, quels étaient les enseignants qui géraient le mieux la classe, c'est-à-dire où il y avait le moins finalement de comportements négatifs, le plus de comportements positifs et un meilleur engagement des élèves dans la tâche. Donc voilà, avant de vous définir, je suis obligée de préciser ça, sinon ça donnerait trop une impression de définition un peu abstraite qui sort uniquement du chapeau d'un chercheur et c'est pas ça. Donc cela étant dit, on pourrait définir l'enseignement explicite comme une approche pédagogique composée d'un ensemble de gestes professionnels qui visent à faire apprendre les élèves en les accompagnant petit à petit dans la réussite d'une tâche. Et ça passe par plusieurs grands gestes professionnels et par plusieurs étapes. Alors, on aura peut-être l'occasion d'en discuter et certaines sont parfois mal comprises. La première, par exemple, ça va être l'enseignant pendant quelques minutes, et ça c'est vrai pour le comportement ou pour le contenu, pendant quelques minutes qui va montrer aux élèves comment faire. Quand il fait ça, finalement, c'est un moment assez fort de partage, finalement, parce qu'il met un haut-parleur sur sa pensée, il verbalise ce qu'il fait et ce à quoi il pense. Donc, il y a un lien aussi avec la métacognition. Donc, imaginons ici les comportements. Il va montrer, par exemple, à la petite Ambre ou plus largement à toute la classe, il va montrer, en le faisant lui-même, comment on se déplace calmement dans la classe sans bousculer les autres et sans déranger, par exemple, ou casser des choses. Et il va le faire devant eux avant de leur faire pratiquer. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la pratique guidée. Les élèves vont alors pratiquer le comportement avec l'aide de l'enseignant. Pour les comportements, en général, on propose des petits jeux de rôle où les élèves doivent, sous la supervision de l'enseignant, reproduire des comportements similaires à ceux qui ont été enseignés. Et enfin, le but, et bien sûr, c'est ce qu'on appelle la pratique autonome, que l'élève réalise seul les comportements ou les apprentissages qui ont d'abord été montrés par l'enseignant et puis pratiqués de manière collective lors de la pratique guidée. Et même là, quand je vous définis ça, je vous avoue que j'ai même peur là aussi d'être un peu trop réductrice. À l'intérieur de chacune de ces étapes, il y a des gestes professionnels intéressants, il y a toute une attention qui est portée à la compréhension des élèves avec vraiment des stratégies précises qui permettent de vérifier réellement que l'élève a compris et pas juste de lui dire « Ah, c'est bon maintenant, Ambre, tu as compris comment on se déplace ?» Là, Ambre, elle va dire « Oui, oui, oui. » Et le lendemain, on sait qu'on aura encore un souci de cet ordre-là. Donc, c'est beaucoup plus riche que ça n'en a parfois l'air au premier abord. Et c'est très interactif aussi. Il y a vraiment, dès les premières minutes, vraiment une volonté de l'enseignant de partager des choses et très très vite de vérifier via un dialogue très soutenu et des mises en application que les élèves comprennent bien.
Et ça peut même aussi se faire de manière ludique. D'ailleurs, dans l'ouvrage que vous avez mentionné tout à l'heure et que je viens de publier, j'essaye vraiment de décrire ces gestes de manière assez précise. Et il y a même des petits témoignages d'élèves et d'enseignants qui montrent comment cette approche-là se vit et qu'elle est également interactive et intéressante pour les deux parties. Avant d'aller vers peut-être une déconstruction des critiques qui sont faites sur ce système, sur cette approche, vous me disiez en préparant l'émission qu'il fallait absolument remettre cet enseignement explicite dans un système. C'est-à-dire que ce n'est pas... il ne faut pas le réduire que à cette pratique. Il y a tout un système qui devient la classe finalement, qui devient l'environnement de la classe dans lequel s'inscrit cet enseignement explicite des comportements. Oui, tout à fait. En fait, il faut imaginer vraiment l'enseignement explicite des comportements comme l'une des stratégies de gestion des comportements qui fait partie d'un système plus large que je vais vous décrire dans les grandes lignes, à appliquer dans sa classe et même idéalement à l'échelle de l'établissement. On peut avoir des effets encore plus grands si on applique ce type de système de manière cohérente d'une année scolaire à l'autre, de sorte que nos élèves, quand ils passent par exemple à l'année supérieure, ils ne doivent pas tout réapprendre avec de nouvelles attentes et un nouvel enseignant. Alors bien sûr, l'enseignement explicite des comportements, dans ce système, il est majeur. C'est ce qu'on appelle une stratégie de gestion de classe préventive. Ça rejoint un peu ce que je disais tantôt, où on assimile parfois trop souvent la gestion de classe uniquement à du correctif. Et donc, grosso modo, mais vous retrouverez plus de détails sur tout ça, notamment dans l'ouvrage de Steve Bissonnette qui s'appelle L'enseignement explicite des comportements. Grosso modo, il y a deux grands types de stratégies. Les stratégies préventives et les stratégies correctives. Bien sûr, depuis tout à l'heure, je parle du positif. Bien sûr, il faut le repérer, le valoriser, mais je sais également, j'ai bien conscience qu'on devra tout de même agir sur les comportements perturbateurs. Donc, le système ne fait pas fi de ça, mais il met d'abord le paquet, et notamment pendant les 3 premières semaines de l'année scolaire, sur le préventif. Et là, pendant ces 3 semaines-là, on va enseigner les attentes comportementales à nos élèves. On va notamment déterminer des valeurs pour notre classe, par exemple le respect, la solidarité, et les opérationnaliser en comportements observables qu'on va enseigner à l'aide de la démarche que j'ai décrite tout à l'heure. Et avant ça, j'ai envie de dire, la première intervention préventive, ça a l'air un peu idiot, mais il existe quand même des gestes concrets pour s'assurer de le faire, c'est d'instaurer une relation positive avec nos élèves. La recherche est formelle là-dessus, c'est la première stratégie de gestion de classe à avoir. Alors elle semble évidente, parce qu'on a tous l'impression d'arriver en classe relativement positif, etc. Mais c'est quand même pas si évident que ça. Ça doit se montrer de manière non verbale, bien sûr, avec le sourire, en étant agréable, avoir un ton de voix approprié. Ça passe aussi par le fait d'accueillir nos élèves en classe quand ils arrivent, par le fait de prendre quelques minutes pour discuter avec avec eux au sujet de ce qui les intéresse. Donc, par exemple, si on sait que Ambre, elle aime bien le basket, ben, lui demander, tiens, comment s'est passé ton match de basket samedi? Tous ces petits gestes-là qui ont l'air anodins, ils sont vraiment fondamentaux. Et donc, on va avoir ça. On va avoir aussi le fait de circuler dans la classe de manière préventive pour justement être avec les élèves, mais également réduire le risque d'apparition d'écarts de conduite et avoir une classe bien organisée. Par exemple, j'aime beaucoup votre exemple de tout à l'heure avec Ambre. Si la classe elle-même, je caricature un peu, mais si la classe elle-même est en bazar, entre guillemets, c'est clair que ça va pas aider. S'il y a des choses un peu partout, peu d'espace entre les bancs, bon, on fait ce qu'on peut aussi, hein, j'ai bien conscience des réalités du terrain, mais voilà, organiser sa classe le mieux possible, tout ça c'est le préventif. Enseigner explicitement les comportements et surtout
Ça, c'est aussi parfois mal compris et si besoin, on pourra décortiquer ça plus en détail, renforcer positivement le comportement de l'élève une fois qu'il le met en place. Et ça, je sais qu'on le fait un peu, mais pas assez, parce que souvent, et c'est humain, on voit d'abord ce qui va pas. Donc, heureusement, hein, vous me direz, parce qu'il faut aussi pouvoir agir sur les comportements inadéquats. Mais en classe, on va souvent voir que Marie, par exemple, est en train de faire n'importe quoi, alors qu'en fait, Ambre, elle était en train de faire ce qu'il fallait, et on oublie alors de valoriser Ambre. Mais ça, c'est le moteur de l'apprentissage du comportement. Le comportement humain s'apprend notamment grâce aux conséquences qu'on reçoit. Et donc, vous et moi, au quotidien, nous sommes renforcés ou non dans certaines de nos actions. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend. C'est parfois mal perçu, mal compris en éducation, mais on est confronté à ça au quotidien. Et donc, tout ça, c'est le préventif. Je suis un peu longue, désolée, mais ce système Non, 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 est non, mais je vous en assez... prie. Je pense que c'est important de comprendre le système dans lequel ça Et s'inscrit. donc tout ça, c'est plutôt le préventif. Et bien sûr, une fois que j'ai fait tout ça, que j'ai organisé ma classe, que j'ai accueilli mes élèves, que je suis positive avec eux, que je leur ai enseigné mes attentes et que je les renforce quand ils font quelque chose de positif, bien sûr, s'il y a encore des écarts de conduite ou des problèmes, bien sûr, je dois aussi agir. Parce que par contre, en gestion de classe, il n'y a rien de pire que de laisser faire. Parce que si en plus j'ai enseigné ce que j'attends, mais qu'après je ne réagis pas quand les élèves ne se comportent pas adéquatement, là je perds ma crédibilité et ça n'a pas d'intérêt. Il n'y a pas de cohérence. C'est un peu comme quand on éduque un enfant aussi. Et alors, ce qui est important, et je m'arrêterai là sur le système, c'est que sachez que ces interventions correctives ne s'assimilent pas uniquement à de la punition. Ça, c'est un autre gros message que j'aimerais faire passer aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres moyens d'agir sur les comportements négatifs que la punition, parce qu'en fait, la punition, par exemple, donner des phrases à recopier ou donner une retenue qui fait que l'élève doit rester longtemps à l'école, ça a plusieurs effets néfastes. Ils sont aussi très bien décrits par Franck Ramu pour faire un écho à un collègue de chez vous en France, parce que ça va l'élève va assimiler ça négativement. Donc le fait de devoir rester collé à l'école, par exemple, mais ça donne le message qu'être à l'école, c'est pas positif, alors Tout qu'en à fait, on fait. voudrait Mhm. inculquer le message inverse, c'est qu'être à l'école, c'est positif et on y est bien. Et en plus de ça, la punition n'apprend pas le comportement attendu. Donc en général, on va y Pour ceux, préférer. hmm. Non, non, et pour ceux et celles que le sujet des alternatives à la punition intéresse, il y a, j'avais fait un entretien sur ce sujet, donc vous retrouverez, on Parfait. le mettra dans la note de l'émission, parce que voilà, ça fait une prolongation sur ce sujet, Marie. Très bien. Euh, si vous voulez bien, Marie, j'aimerais bien qu'on mette les deux pieds dans le plat concernant l'enseignement explicite, notamment des comportements. Cette approche peut être taxée de conditionnement, et je le mets entre guillemets, donc associée à des pratiques plutôt passéistes. Et j'aimerais bien vous entendre sur comment déconstruire et mettre un peu plus de complexité dans cette manière de regarder les choses et passer finalement de l'opposition à l'apposition des pratiques selon son contexte, selon ce qu'on est. Oui, c'est très intéressant comme question. Alors, pour mettre un peu les deux pieds dans le plat, moi aussi, il faut savoir que tout ce qui est associé au conditionnement et donc au behaviorisme a été diabolisé, notamment parce que c'est plus ancien. Et dans l'histoire un peu des pensées en éducation, on aurait tendance à de manière erronée, je pense, penser que ce qui est le plus récent est forcément la seule chose à retenir et que donc ce qui est plus ancien n'est plus du tout d'actualité. Les recherches dont je vous parle sur l'enseignement explicite, elles datent des années 60. Elles n'ont toujours pas été invalidées à ce jour. On est le 14 février 2024.
Il y a toujours rien qui a invalidé ça. Et il n'y a pas grand-chose de plus efficace à ce jour non plus. On n'a pas de corps de connaissances pour vraiment enseigner les contenus et les comportements. Il y a pas vraiment de recherches contradictoires qui ont montré, ah, regardez, non, non, il faut laisser ça de côté parce qu'on a mieux. Donc déjà, il faut savoir qu'il faut pas confondre la date d'un écrit et sa validité. Le conditionnement, j'ai envie de renvoyer aussi les auditeurs à ce que propose Franck Ramu aussi sur le comportement, parce qu'il explique très bien que le conditionnement, en fait, c'est un terme un peu diabolisé, mais en fait, qu'on le veuille ou non, nous, humains, c'est comme ça qu'on apprend, en grande partie. Nous apprenons par les conséquences qui se produisent après notre comportement. Et la question éthique finalement à se poser, c'est pourquoi utiliserait-on cet enseignement explicite des comportements? Quelle est notre fin? Si notre fin était bizarre, ambiguë, non, si elle n'était pas éthique, si on faisait ça par exemple pour que nos élèves se comportent vraiment comme on le souhaite, sans que ça, pour satisfaire nos propres besoins, par exemple, ou pour leur faire faire quelque chose de bizarre ou de répréhensible, là, ce serait éthiquement très discutable. Mais ici, en fait, pourquoi fait-on cela? On fait ça pour leur permettre d'apprendre, euh, de vivre ensemble de manière positive et d'être dans des conditions positives pour apprendre. Si on ne fait pas ça, il faut aussi bien se rendre compte, moi c'est ce que je réponds souvent aux personnes qui critiquent ça, il faut bien se rendre compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui abandonnent l'école parce qu'ils ont des problèmes soit de comportement, soit d'apprentissage, voire les deux, parce qu'on sait aussi qu'il y a une corrélation. Souvent, ceux qui ont des problèmes d'apprentissage ont des problèmes de comportement et inversement. Donc, il faut bien se rendre compte de ça. Ça, c'est la réponse que je pourrais vous faire d'un point de vue scientifique, d'un point de vue aussi de praticienne qui a beaucoup vu ce système dans les écoles. J'aurais vraiment envie de dire aux gens, essayez-le, parce que c'est pas aussi, ce n'est pas aussi c'est beaucoup plus positif et intéressant et interactif que ça n'en a l'air. Il faut vraiment le vivre pour le croire. Par exemple, cette histoire de renforcement, il ne s'agit rien de plus et rien de moins que de donner des petits privilèges à nos élèves quand ils se comportent bien. Par exemple, les enseignants qui mettent en place ce système-là organisent une petite fête dans leur classe toutes les 3 semaines environ, quand les élèves ont accumulé un certain nombre de points via leur comportement positif. Il ne s'agit pas de leur donner des biens matériels coûteux ou autres. Il s'agit de créer des petites activités sympas où on se félicite entre nous de nos efforts. D'ailleurs, ça s'appelle la célébration des efforts. Et souvent, les personnes qui critiquent le behaviorisme ou le conditionnement, et là, je pense que c'est tout de même plus subtil ce système et qu'il ne faut pas le réduire à l'image que les gens se font du conditionnement. Oublie ce côté que tout le monde dans la vie, c'est humain, a envie et besoin de se faire dire ce qui est positif. Ça fait partie de nos besoins de valorisation pour l'estime de soi, etc. Et donc, si on ne félicite jamais nos élèves verbalement, c'est le plus important. Et parfois, avec certains groupes, il faut aussi le faire via ce type de système de jetons que je viens de décrire brièvement. Alors, on aura beaucoup de difficultés à leur faire adopter des comportements positifs qui sont en fait leur rendre service à eux. Et on cherche ici plutôt, paradoxalement, en fait, c'est un des moyens le plus efficaces pour former notamment des citoyens solidaires, respectueux, tout ce que vous voulez. Mais c'est diabolisé parce que ça passe par une phase très terre à terre de comment fonctionne le comportement humain et comment je peux le transformer au bénéfice de la personne, mais c'est souvent assez mal compris. J'aime bien cette idée de questionner l'éthique, en fait, mais comme dans tout geste professionnel, finalement se dire, OK, au service de quoi vient ce geste professionnel
Et à vous écouter, je trouve intéressant de se poser la question de la différence qui est faite entre les apprentissages dits académiques, où on va donner des feedbacks à nos élèves, on va les renforcer avec une note, par exemple, ou avec un petit smiley. On peut tout à fait imaginer que ça, c'est du renforcement. Alors, il y a un frein dès qu'on touche au comportement. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de cette crainte de la domination, d'être manipulé par quelqu'un d'autre que soi, et en tout cas par quelqu'un d'autre qui aurait de l'autorité. Et dans le corps enseignant, eh bien, à juste titre, on s'est posé la question au cours de notre histoire de comment on faisait classe et comment on accompagnait nos élèves à s'émanciper. Donc c'est logique qu'on se pose cette question, mais peut-être ne faudrait-il pas tout jeter avec l'eau du bain, quoi. Voilà, et revenir à quelque chose de plus modéré et plus complexe dans la réponse concernant l'enseignement explicite et des contenus et des comportements. En fait, je pense qu'on pourrait résumer ça à une question de ne pas confondre les moyens et les fins. Notre finalité, c'est de développer chez nos élèves, tout ça est dans nos textes légaux, hein, que ce soit chez moi en Belgique ou chez vous en France. En général, on va avoir des choses assez similaires qui est de développer les apprentissages du plus grand nombre et leur citoyenneté, etc. Donc des valeurs. Donc on a un rôle finalement à la fois d'enseignant et on doit aussi éduquer. Et donc ça, ce sont les finalités. Ça, les finalités, elles appartiennent à tout le monde. Tout citoyen a le droit et le devoir de signaler, notamment via le vote. C'est pour ça aussi qu'on vote, pour exprimer un petit peu ce qu'on veut, quelle société on voudrait. Par contre, quels sont les moyens à utiliser pour atteindre nos fins? Là, on devrait être plutôt guidé par la recherche. Et là, la recherche, quoi qu'en disent les critiques, qui souvent se basent sur finalement plutôt leur propre opinion, quoi qu'en disent les critiques, est formelle sur la question des apprentissages, aussi bien académiques que comportementaux. Et finalement, ça se résume au fait que il faut les enseigner explicitement aux élèves parce qu'ils peuvent pas les découvrir par eux-mêmes. En tout cas, une grande partie des savoirs. Je suis pas en train de dire qu'on peut jamais utiliser d'autres approches, mais il faut avoir conscience notamment que pour les élèves plus faibles et pour des apprentissages fondamentaux, on a besoin d'enseigner les choses explicitement. Maintenant, dans les freins, ce que vous disiez, ça m'évoque aussi autre chose. Et là, je prends aussi ma casquette de personne qui rencontre beaucoup d'enseignants en formation. Je pense que, et on peut comprendre ce type de réaction, mais malheureusement, ça ne nous aide pas toujours à avancer. Il y a pas mal d'enseignants qui sont parfois un peu déçus ou qui considéreraient que l'enseignement des comportements, c'est plutôt le travail des parents. Alors, c'est en partie vrai. Mais en même temps, l'école est une espèce de micro-société avec ses propres normes et attentes. Et tous les élèves n'ont pas la chance que leurs parents leur enseignent déjà comment se comporter à la maison. On peut s'en plaindre pendant des heures, mais malheureusement, c'est la réalité. Et encore moins comment se comporter dans le cadre particulier de l'école. Il y a des enfants qui arrivent en CP en n'ayant jamais appris à s'asseoir pendant 10 minutes sur une chaise, par exemple. Et donc là, le renversement un peu de pensée, c'est de se dire, ah ben oui, je vais passer un certain temps, notamment en début d'année, pour enseigner tout ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé, notamment dans mon voyage et mes rencontres au Québec, c'est que la plupart des enseignants considéraient que, en fait, ils perdaient du temps en début d'année, mais ils le regagnaient très, très vite. Parce qu'en fait, tout ce focus sur le comportement, etc., leur permettait, au bout de quelques semaines, que les classes soient beaucoup plus fluides, beaucoup mieux gérées, et ils avaient alors beaucoup plus de temps pour l'apprentissage que ce qu'ils n'avaient avant de mettre en place ce système-là. Merci d'avoir abordé cette question de la réduction des inégalités, finalement. C'est que on voit comment ce système
cette approche de l'enseignement explicite, qu'il soit des contenus, mais là aujourd'hui on parle des comportements, peut permettre de combler un manque pour certains enfants à l'entrée à l'école et après. Oui, tout à fait. Donc merci. C'est le cœur de l'argument, hein. C'est souvent, je veux pas me baser uniquement sur les critiques parce que je voudrais moi-même en parler le plus possible d'un point de vue positif, mais c'est le cœur de l'affaire, hein, finalement. Le reste n'est que des moyens. Quand je vous parle des gestes professionnels qu'il y a autour, des renforcements, c'est le côté un peu plus technique qui parfois questionné, mais le cœur de l'affaire, c'est vraiment cette réduction des inégalités, cette augmentation des résultats pour le plus grand nombre et pas juste pour les quelques élèves qui sont déjà privilégiés. Donc, c'est vraiment de faire avancer toute la classe vers les mêmes objectifs, tant au niveau du contenu que du comportement. J'aimerais bien, dans cette dernière partie de notre entretien, d'entrer dans le concret et qu'on donne à voir à ceux et celles qui nous écoutent ou nous regardent ce que ça donne et quels outils vous proposez. Vous proposez comme outil pour cette pratique la matrice des comportements. Oui. Moi, que j'ai trouvé lumineuse, en tout cas, à voir par écrit. Je veux bien que vous la présentiez. Très bien. Alors en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'enseignement explicite, donc le moment où je vais me retrouver en train de montrer aux élèves les comportements positifs, puis de leur faire pratiquer d'abord en groupe, puis tout seul. Mais en fait, avant ça, je vais mettre par écrit ce que j'attends de mes élèves. Et donc, je vais me créer un petit outil qui s'appelle la matrice comportementale. Donc, vous pouvez retrouver ça dans l'ouvrage qu'on a cité tout à l'heure, dans l'ouvrage également de Monsieur Bissonnette et dans la littérature anglo-saxonne. En fait, il s'agit pour l'enseignant de se doter de 3 valeurs pour sa classe. Donc, par exemple, ça pourrait être pour un enseignant le respect, la solidarité, l'entraide, etc. Et ces valeurs, je vais les mettre, donc je vais créer un tableau, et ces valeurs vont être les lignes de mon tableau. Et en colonne, je vais mettre les différents grands moments, les différentes grandes activités que je donne souvent dans ma classe. Par exemple, dans la plupart des classes, on a des moments de travaux de groupe, on a des moments de travaux individuels, on a des moments où c'est plutôt l'enseignant qui présente des choses. Donc, je vais me mettre comme ça en colonne mes grandes activités. Et à l'intersection de chaque ligne et de chaque colonne, je vais venir formuler les comportements positifs que j'attends de mes élèves et je vais les formuler en jeu et de manière positive. Alors, ça a l'air idiot, mais c'est fondamental. Alors, je le formule en jeu à la première personne du singulier parce que c'est plus impliquant, plus motivant pour l'élève. Et je le formule de manière positive parce que, comme le dirait très bien mon collègue Steve Bissonnette, si je dis à un élève je ne cours pas dans le corridor, rien ne l'empêche de ramper. Si je dis à mon élève ce qu'il ne peut pas faire, il ne sait pas forcément, il ne peut pas deviner ce qu'il peut faire. Et donc là, je vais écrire, par exemple, je circule calmement à droite, par exemple, en marchant dans le corridor. Exemple plus lié à la classe, ça pourrait être pendant le travail de groupe, j'écoute mon camarade quand c'est à son tour de parler et je lui donne un retour sur ce qu'il a dit et je l'écoute attentivement. Et donc, on va se forcer à formuler tout ce qu'on veut voir plutôt que ce qu'on ne veut pas voir. Et pour faire ça, finalement, on peut aussi faire le travail à l'envers, hein, tout ce qu'on ne veut pas voir, mais on doit alors le transformer de manière positive. Et c'est cette charte, cette matrice qui va me servir de base pour mon enseignement explicite des comportements. Parce que par contre, si je m'arrête à la matrice, par exemple, et imaginons que je la montre et que je l'explique à mes élèves, là, je suis pas encore dans un vrai enseignement explicite des comportements parce que je ne fais
que, entre guillemets, dire mes règles. Et en fait, la plupart des élèves peuvent comprendre la règle et la connaître, mais c'est différent de l'appliquer au quotidien. Et pour l'appliquer au quotidien, là, ça passe par un enseignement explicite des comportements au sens où je l'ai décrit tout à l'heure. Peut-être aussi une dernière chose sur toutes ces questions d'enseignement explicite des comportements. N'oublions pas qu'on parle ici en fait d'apprentissage vicariant, d'imitation. Ça existe depuis la nuit des temps en fait, hein. Et heureusement qu'on a appris certains comportements par imitation, notamment de nos pères. C'est comme ça que les choses se sont aussi perpétuées et que même sur des notions Oui, plus sinon, on aurait à fondamentales. réinventer à chaque fois, oui. Oui, Mm. Et avec cette matrice, ce que je trouve efficient, c'est que ça donne le programme d'apprentissage de ces comportements. Et on peut tout à fait imaginer qu'au début de l'année, au début de ces activités qu'on met comme ça en vertical, se dire, OK, donc là, on va sortir en récréation. Et si vous vous rappelez, les enfants, on avait dit qu'à ce moment-là, il y avait un comportement qui était attendu, c'est lequel? Et on entraîne, on valorise, et on prend le temps en début d'année en espérant, en souhaitant que les choses s'installent, en tout cas sur une bonne base. tout à fait. Soyons honnêtes, c'est pas une formule magique, comme aucune approche pédagogique. D'ailleurs, il n'y a rien de magique. Et ça n'évite absolument pas, comme vous le disiez en début d'entretien, les écarts de comportement. Alors, comment on gère? On a un programme d'apprentissage, mais sur ce temps-là, on peut imaginer que la majorité de nos élèves apprennent de ça. Et puis, à certains moments, nous sommes humains, il y a des écarts. Alors, comment on les gère? Oui, tout à fait. Alors, j'aimerais vous faire une réponse en deux temps à ce niveau-là, parce qu'il faut savoir qu'en fait, si on l'applique dans les règles de l'art, le système d'enseignement explicite des comportements et de soutien aux comportements positifs que je vous ai décrit brièvement aujourd'hui, il devrait s'intégrer dans ce qu'on appelle une approche de la réponse à l'intervention. Alors, c'est un modèle qui est souvent représenté comme un triangle, comme une pyramide avec trois niveaux. Et au premier niveau, on va donner des interventions universelles de gestion de classe, préventives et correctives, au sens où je vais vous les décrire dans quelques instants. Et la recherche nous dit que si on fait ça, d'un point de vue comportemental, ça va aider environ 80% de nos élèves. Il y a environ 15%, c'est le deuxième niveau, qui vont avoir besoin d'interventions plus intensives et ciblées en sous-groupe d'élèves de besoins ayant des besoins similaires et des difficultés comportementales plus importantes. Et dans le top de ma pyramide, mon 5%, sont mes élèves en plus grande difficulté, qui ont besoin même d'une aide presque individualisée et de services spécialisés. Pour ces élèves-là, l'enseignant n'y arrivera sans doute pas seul et ne devrait pas normalement être mis seul face à ce type de situation, même si je sais qu'on rencontre des situations difficiles sur le terrain. Donc ça, c'est un cadre plus général que j'aimerais mentionner et dire qu'aujourd'hui, dans le temps qui nous a été imparti, moi j'ai surtout abordé la base. Et donc dans la base, celle qui va permettre d'aller déjà chercher, c'est quand même pas mal, chiffre à l'appui, d'aller chercher environ 80% de nos élèves. Au niveau du correctif, qu'est-ce qu'on va faire? On va généralement d'abord s'entraîner à faire une distinction entre deux grands types d'écarts de conduite dépendamment de leur gravité. Parce qu'en fonction de la gravité, je ne vais pas agir de la même manière. Donc d'un côté, on va classer tout ce qu'on appelle les écarts de conduite mineurs, qui sont en fait des écarts aux attentes comportementales préalablement enseignées, mais qui ne nuisent pas réellement au bon déroulement de la leçon. Et donc, ça ne m'empêche pas d'enseigner. Dit autrement, j'ai peut-être un élève qui chipote un peu ou qui bavarde. Je vais pouvoir gérer ça de manière relativement discrète et je vais vous donner des idées juste après concrètes.
de manière relativement discrète, si possible sans rompre le fil de ma leçon. C'est ce que j'aime vraiment beaucoup dans cette approche, c'est qu'on a une palette d'interventions graduées qui vont du simple vers le complexe. Donc de la moins intrusive à la plus intrusive ou la plus costaud si vous voulez. Et donc on va avoir une panoplie pour gérer le mineur et par contre on va aussi devoir gérer ce qu'on appelle les écarts de conduite majeurs. Ça c'est un écart de conduite un écart aux attentes préalablement enseignées qui nuit au bon déroulement de ma leçon. Là, je ne peux plus enseigner. Si une bagarre éclate en classe, je vais pas continuer ma leçon comme si de rien n'était. Là, je dois faire quelque chose, je dois séparer mes élèves et si possible, idéalement, je dois obtenir de l'aide, je dois pouvoir les envoyer quelque part, que ce soit à la direction, que ce soit chez un éducateur, si on est en secondaire, enfin, à chaque école de trouver son propre fonctionnement, mais idéalement, en implantant ce système-là, je devrais avoir une petite procédure dans l'école pour gérer ce type d'événement. Et donc ça, c'est plutôt le majeur. Pour le mineur, on va avoir une palette graduée d'interventions où, par exemple, je vais d'abord m'approcher de l'élève perturbateur. Simplement, c'est ce qu'on appelle le contrôle par la proximité. Simplement, parfois, le fait de m'approcher de l'élève va réduire son comportement. Si ça fonctionne pas, je vais par exemple poser une main sur son bureau. Donc, j'entre un peu plus dans sa bulle. Si ça fonctionne pas, je vais lui rappeler brièvement la règle, etc. Il y a toute une palette comme ça de stratégies. Offrir des choix à l'élève, c'est très intéressant aussi. Mais est-ce que tu veux commencer maintenant ou dans 2 minutes? Et là, l'élève qui a aussi besoin, soit qui est en trouble d'opposition ou qui a tout simplement besoin d'avoir un peu plus de champ libre et de choix, il va choisir dans 2 minutes. Ben, finalement, ça gêne pas trop ma classe si finalement il s'y met dans 2 minutes. Donc, toutes des choses comme ça. Et puis, plus on monte dans un comportement problématique, c'est-à-dire que malgré ce type d'intervention très discrète. Si ça fonctionne pas, là, je vais monter dans mon échelle et je vais utiliser, par exemple, des conséquences formatives à distinguer de la punition. Donc, par exemple, si l'élève casse quelque chose, il va devoir le réparer. S'il insulte un camarade, il va devoir s'excuser. Et là, par contre, c'est là que la boucle est bouclée. Je sais que c'est pas toujours facile à trouver des conséquences formatives. Il y en a pas pour tout. Mais par contre, ce qui est super intéressant là, c'est que ma conséquence, c'est de leur faire pratiquer le comportement attendu. Et donc là, la boucle est bouclée parce qu'au lieu d'avoir une punition entre guillemets bête et méchante où je recopie des lignes et j'apprends rien, eh bien, j'apprends finalement ce que j'aurais dû faire si je m'étais comportée adéquatement. Donc, par exemple, je nettoie le local ou je vais m'entraîner à la récréation pendant 15 minutes à rester calme sur ma chaise et à faire mon travail. Mais alors, je pratique le comportement attendu. Et donc, en général, quand des enseignants me disent ne pas avoir d'idée pour des sanctions, je dis, bah, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il fasse à la place? Bah, fais-lui une petite activité où il doit s'entraîner à faire ça. Et on a comme ça des écoles où on identifie un petit groupe d'élèves qui a le même besoin et on leur refait un petit enseignement explicite des comportements dans la cour, par exemple. Au lieu d'avoir leur récré classique, ben, ils doivent rester avec un enseignant qui a été chargé de ça et l'enseignant leur refait pratiquer les règles de vie dans la récréation. Comment on joue gentiment, par exemple, au foot sans s'insulter et sans jeter le ballon n'importe où si on a perdu, etc. Et donc, la conséquence devient une sorte de réenseignement et de nouvelle occasion de s'entraîner plutôt qu'un simple isolement où finalement, l'élève n'apprend rien et il y a une sorte d'habituation. Hein. On a tous connu des élèves qui finalement finissent par ne plus avoir une punition, ça ne leur fait plus rien. Et donc, finalement, c'est un cercle un peu vicieux. Ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Vous disiez quelque chose de très important sur cette question de ne pas rester isolé. Il y a des choses qu'on ne peut pas gérer seul.
Et je trouve ça important qu'en équipe, on puisse discuter en début d'année de ce que je nommerais des protocoles de crise. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand dans ma classe, j'ai un élève qui déborde, qui a besoin de sortir, mais moi je ne peux pas l'accompagner. Et on déploie ensemble les relais. Ah ben écoute, moi je suis à côté de toi, donc pas de souci, tu viens frapper à ma porte tu demandes à un de tes élèves d'aller frapper et j'arrive. Et que ça soit codifié, je trouve que c'est très rassurant pour tout le monde. Et pour l'enseignant, forcément, et pour l'élève, de dire, OK, il va se passer quelque chose où on va me mettre en sécurité parce qu'il y a de ça beaucoup qui se joue pour nos élèves qui débordent. Tout à fait. C'est ce que propose l'approche que je vous ai décrite aujourd'hui. Donc, dans le système complet dont je vous ai donné pas mal de touches, mais je vous invite à aller le lire plus en détail, il y a ce qu'on appelle l'arbre décisionnel. Et l'arbre décisionnel, c'est un autre outil concret où, en équipe, je détermine qu'est-ce qu'un écart mineur et qu'est-ce qu'un écart majeur et comment on le gère. Alors, le mineur, en général, va rester l'affaire de chaque enseignant. Mais pour le majeur, on va avoir une espèce de petit schéma de procédé qui indique où l'élève doit se rendre, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il est ensuite réintégré en classe, qui appelle les parents, quel est le rôle de la direction là-dedans, etc. Et un peu comme à l'urgence, on espère, hein, quand on arrive blessé ou autre, quand on arrive à l'hôpital, ils sont pas en train de se demander, ah tiens, un doigt coupé, qu'est-ce qu'on doit faire? Ils ont des schémas très clairs pour trier, pour savoir qui doit faire quoi, pour gérer un peu le plus urgent. Dans les écoles, en fait, on devrait avoir ce type de plan aussi. Et à nouveau, il s'agit pas de robotiser l'enseignement, mais il s'agit de se donner des démarches pour avoir un environnement sain, sécuritaire, où il fait bon vivre finalement. Mais si on est sans cesse en train de se demander ce qu'on doit faire, c'est assez compliqué. Alors, c'est vraiment problématique en cas de situation dangereuse. Mais même pour les faits mineurs, en fait, c'est assez problématique parce qu'en fait, un peu comme dans une famille, imaginons un élève sur la cour de récré qui demande quelque chose à un enseignant qui lui dit non, puis il passe à l'enseignant B qui lui dit oui. C'est un peu comme dans un couple avec l'enfant qui essaye entre papa et maman d'avoir gain de cause. Il faut montrer une sorte de solidarité, d'harmonisation de nos pratiques. Sinon, en termes de gestion de classe, on devient incohérent par rapport à nos élèves et certains peuvent vivre ça à juste titre comme quelque chose de très injuste. Tout à fait. Il faut que ça devienne systémique. Merci beaucoup pour cette approche systémique. J'aimerais bien terminer avec l'expérience qui est la vôtre. Vous le disiez, en formation, vous rencontrez beaucoup d'enseignants et d'enseignantes. Qu'est-ce qui se joue chez l'enseignant dans l'appropriation de cette approche? En termes de posture, en termes de positionnement, en termes même de déconstruction? Je dirais que ce qui se joue vraiment, au risque d'être un tout petit peu redondante par rapport à ce que j'ai dit en début d'entretien, ce qui se joue, c'est une sorte de basculement en se rendant compte que la gestion de classe, c'est pas uniquement réagir à ce qui va pas, c'est aussi faire toute une série de choses en amont, dont le fait de déterminer ses valeurs, ce qu'on attend dans sa classe et pas uniquement ce qu'on n'attend pas, et de les enseigner, de prendre ce temps. Et ça, je dirais, quel que soit le niveau dans lequel on enseigne, parce que ça parle peut-être un peu plus aux enseignants du primaire, mais ça doit se travailler dès la maternelle, en primaire et encore au secondaire. On aurait tous tendance, et c'est humain aussi, à vouloir se dire que, ah ben non, arrivé en sixième, ils devraient pouvoir faire ça, ça et ça. Je vais quand même pas leur enseigner qu'il faut lever la main pour prendre la parole. Mais en même temps, si on prend quelques instants en début d'année pour donner les règles du jeu aux élèves et que ça peut permettre à tous de mieux se concentrer et de mieux vivre ensemble, je pense vraiment que ça vaut la peine de le faire. Donc je pense qu'en formation, il y a vraiment ce basculement qui s'opère sur une vision plus globale de la gestion de classe
sans la réduire uniquement au fait d'agir sur sur les comportements problématiques. Merci beaucoup, Marie, pour cette présentation succincte, forcément, puisqu'il y a, étant donné la densité de votre ouvrage, hein, je rappelle que votre ouvrage aux éditions de Buck s'appelle Enseignement explicite, pratique et stratégie, et on n'y parle pas que d'enseignement explicite des comportements, mais de l'enseignement explicite des contenus. Je renvoie nos auditeurs et auditrices sur l'entretien sur l'enseignement explicite des contenus. On mettra tout ça dans les liens de l'émission. Donc vraiment merci pour ces réponses, ces représentations concernant l'enseignement explicite des comportements. Je trouve que c'est une approche qu'il convient de comprendre dans sa complexité pour déconstruire les procès qui lui sont faits et pour choisir ou pas, d'ailleurs, de l'utiliser dans sa classe. Donc, merci beaucoup, Marie. Merci à vous, Nathalie, pour cette invitation et ces questions intéressantes qui nous ont permis effectivement d'aborder différentes facettes de cette approche. Puis, j'inviterai alors vos auditeurs à aller lire l'ouvrage et les différentes ressources que j'ai citées s'ils veulent approfondir. Et de le tester aussi dans leur classe, c'est aussi intéressant pour pouvoir s'en faire sa propre opinion. Merci beaucoup.